C'est un véritable bouleversement politique, un point de bascule démocratique. Ce jeudi 5 septembre, après avoir laissé le pays pendant 51 jours sans gouvernement, 60 jours de commedia dell'arte. Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre et on peut dire, sans trop s'avancer, qu'il a donné les clés de l'Assemblée nationale à l'extrême droite. La gauche s'insurge. Le président vient de décider de nier le résultat des élections législatives. C'est une colocation. Ils vont vivre ensemble. Emmanuel Macron a un comportement de pervers. C'est une trahison démocratique. L'extrême droite, elle, se réjouit, puisqu'elle a validé le nom de Michel Barnier avant qu'il ne soit nommé. Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques. Les mesures que M. Barnier propose sur l'immigration, c'était des mesures issues du programme de Marine Le Pen. Donc on ne va pas s'opposer aux mesures de Marine Le Pen. Car dans une assemblée où personne n'a de majorité absolue, ce qu'a fait le président, c'est de choisir de se tourner vers l'extrême droite plutôt que vers la gauche, en balayant complètement la volonté de tous ces électeurs, de droite comme de gauche, qui avaient fait barrage à l'extrême droite lors des dernières élections. Mais que s'est-il passé exactement ? Qui est Michel Barnier ? Pourquoi est-il si proche de l'extrême droite idéologiquement ? Quelle place pour la gauche dans ce marasme ? Que pouvons-nous attendre de la politique à venir ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Avant toute chose, il faut commencer par là pour comprendre le reste, comprendre qui est Michel Barnier. Est-il le dernier baron du gaullisme, le négociateur, un républicain chevronné comme nous le présentent certains médias ? Avant sa nomination, très peu de Français connaissaient le nom et le visage de Michel Barnier. Alors voici une courte biographie. Michel Barnier est une figure historique du parti Les Républicains. Aujourd'hui âgé de 73 ans, ce qui en fait le Premier ministre le plus âgé de la Ve République, il a débuté sa carrière politique en Savoie, au niveau local. Eh bien, j'ai toujours vécu à Albertville, qui est une cité qui se trouve au confluent de plusieurs vallées, la Tarentaise, la Combe de Savoie, le Val d'Arly, au-dessous du Beaufortin. Et vous êtes très attaché à la Savoie, ensemble. C'est une région très attachante. En 1978, il devient, à 27 ans, le plus jeune député du pays. Commence alors une très longue carrière politique, puisqu'il cumule aujourd'hui 51 mandats depuis cette date. Il occupe plusieurs postes ministériels sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, notamment ministre de l'Environnement et ministre des Affaires étrangères. Il sera également commissaire européen à 2 reprises pendant 9 ans en tout. Il se fait connaître internationalement comme négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit de 2016 à 2020. En 2021, il se présente à la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022, mais n'est pas sélectionné. Et si certains le présentent comme un centriste, un modéré, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout un artisan du libéralisme. Michel Barnier, c'est la défense de la retraite à 65 ans, la lutte pour augmenter la TVA, l'impôt qui touche avant tout les plus précaires. Il a plusieurs fois proposé de carrément couper les allocations chômage à ceux qui refuseraient 2 fois une offre qu'il juge raisonnable. Il veut augmenter le temps de travail et défend globalement une politique des plus dures en matière de social. En plus de cette ligne économique libérale, Michel Barnier a toujours été un homme politique très conservateur, qui aujourd'hui adopte une ligne similaire à celle du Rassemblement national sur de nombreux sujets de société. Ça commence dans les années 80, quand il vote contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans, ou encore contre le remboursement de l'avortement. Il défend une police municipale armée, comme Marine Le Pen, et le retour du service militaire. Je pense que ce ressort, je vais terminer sur cette question, Merci. Je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Côté immigration, il porte un discours stigmatisant, en associant immigration et terrorisme ou immigration et insécurité. Il soutient, comme le RN, le projet de supprimer le droit du sol à Mayotte ou encore de supprimer l'aide médicale d'État. Comme le RN, il propose un moratoire sur l'immigration pour reprendre en main notre politique migratoire, explique-t-il. Et tant pis si ça doit passer par un contournement des règles de la Cour de justice de l'Union européenne ou si cela implique de s'affranchir de la Convention des droits de l'homme. Les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, j'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire ? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux. 23% des prisonniers français, dans les prisons françaises, sont des étrangers
qu'il faut expulser. S'accumule une jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont toujours favorables aux étrangers, qui ne nous permettent pas de prendre des mesures que nous devons prendre, notamment pour notre sûreté. La politique d'immigration en France ne fonctionne pas. Toute personne qui commet des délits en France et qui n'est pas française doit être expulsée. Bref, vous l'aurez compris, Michel Barnier, c'est la droite dure, avec une proximité idéologique évidente avec l'extrême droite. Il n'a d'ailleurs pas appelé à lui faire barrage lors des dernières élections. Sans même parler de son idéologie, on peut aussi rappeler qu'il était très critique d'Emmanuel Macron avant qu'on ne lui propose ce poste. Qu'est-ce qui me sépare de M. Macron que nous voulons remplacer, que je veux remplacer ? D'abord, mes racines qui sont en Savoie, vous l'avez dit dans ce portrait, et vous avez bien vu que beaucoup de choses me séparent de lui dans ce petit portrait. Ma fidélité à ma famille politique. Je n'ai jamais quitté cette famille politique, je lui dois beaucoup, et très franchement, je veux rendre aux militants, aux adhérents des Républicains, tout ce qu'ils m'ont apporté en les amenant à la victoire. Et puis une méthode, Gilles Boulot, du respect, de la considération. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il y a des hommes et des femmes, des citoyens, des gens qui ne sont rien. L'échec du président sortant est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. On ne s'arrêtera pas là-dessus, ni sur le fait qu'à peine arrivé au pouvoir, il a parlé des gens d'en bas, suscitant une indignation sur les réseaux sociaux, alors qu'une partie des internautes ont vu dans cette phrase du mépris de classe. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas. Non, on ne s'arrêtera pas longuement sur tout ça parce que le véritable sujet ici, l'information principale, ce n'est pas tant le parcours personnel du nouveau Premier ministre que ce que sa nomination révèle du tournant politique à l'œuvre. Le 5 septembre, Emmanuel Macron a mis le cap direction extrême droite toute. Pour bien comprendre ce que ça signifie, il faut revenir un petit peu en arrière. Suite aux élections européennes de mai dernier, où l'extrême droite est arrivée en tête, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Lors des élections législatives, qui se sont donc tenues le 30 juin et le 7 juillet, l'Assemblée nationale a été éclatée en 3 blocs. Le premier comportait les forces de gauche, le NFP, avec 184 sièges. Le deuxième, les macronistes, avec 166 sièges. Et le troisième, le Rassemblement national, avec 143 sièges. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, non, la gauche n'a pas totalement gagné. Elle ne dispose pas de la majorité absolue. C'est aussi pour ça qu'on ne peut toujours pas parler de coup d'État. Tout ce que fait Emmanuel Macron et que je m'apprête à vous décrire est parfaitement légal. On ne peut pas faire comme si la gauche avait eu une majorité absolue et que le président avait refusé de reconnaître ce résultat. En revanche, si la gauche n'a pas de majorité absolue, elle est quand même clairement arrivée en tête. La tradition démocratique voudrait donc qu'Emmanuel Macron nomme un ou une première ministre de gauche. Dans tous les cas, avec une assemblée qui ressemble à ça, tout aurait été affaire de compromis et d'alliances temporaires. À moins de gouverner par décret, ce qui est discutable démocratiquement, il n'est pas possible aujourd'hui de gouverner normalement. Dans tous les cas, la gauche aurait pu être censurée, ça aurait été compliqué. Mais ce qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron n'a même pas essayé. Depuis le début, il a catégoriquement refusé de reconnaître le résultat des urnes. Dès que le nouveau Front populaire a proposé sa candidate Lucie Castet le 23 juillet, Emmanuel Macron l'a balayé d'un revers de la main. Ce soir, le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet, est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire « Venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ». Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Puis, il a attendu, organisé des consultations, mais a constamment évincé l'idée de faire des alliances ou des discussions avec le NFP, pourtant la formation politique qui a remporté le plus de sièges. Et si la responsabilité a d'abord été imputée aux Insoumis, qui seraient anti-républicains, ceux-ci ont accepté de complètement se retirer d'un potentiel gouvernement de gauche. Nous ne serons jamais du côté du problème. Nous serons toujours du côté de la solution. C'est à mon tour de poser une question au chef des 3 partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet
s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Répondez-nous. Car si vous nous répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait c'est un prétexte. C'est du programme dont vous ne voulez pas. Ça a forcé Emmanuel Macron à reconnaître que le problème n'était pas les insoumis, mais les idées de gauche, tout simplement. On est donc là face à un président qui a, dès le début, fait barrage aux résultats des urnes. Au point que même des membres de la droite ont trouvé que ça posait un problème démocratique. Il faut que le président de la République change de méthode et qu'il accepte l'idée que le futur Premier ministre ne sera plus son collaborateur. Il n'est plus maître aujourd'hui du jeu. Et je pense, rétrospectivement, qu'il aurait sans doute dû, il y a quelques semaines, prendre le nom de Madame Castet, c'est effectivement le NFP, est effectivement la première coalition au Parlement, dire à Madame Castet, ou dire au nouveau Front Populaire, écoutez, essayez d'avoir une majorité, vous êtes le premier groupe, essayez d'avoir une majorité, revenez, dites-moi si vous avez trouvé cette majorité. En tout, Emmanuel Macron a laissé le pays sans gouvernement pendant 51 jours. Ce n'était jamais arrivé dans notre histoire et ça lui a permis de gagner énormément de temps, notamment pour éviter une discussion sur le budget 2025. N'oublions pas qu'il a invoqué l'arrêt du processus démocratique pour cause de Jeux Olympiques, ce qui ne se réfère évidemment à aucune procédure ou loi sur le sujet. Tout ça pourquoi ? Pour proposer un Premier ministre qui est issu d'une formation politique qui a, de fait, obtenu une toute petite part des sièges en 4e position au travers de l'une de ses figures les plus droitières, les plus conservatrices, les plus compatibles avec l'extrême droite pour ne pas se faire censurer par le Rassemblement national. Et c'est un fait. Comme le titrait Libération le 6 septembre, Michel Barnier a été approuvé par Marine Le Pen. L'ensemble du Rassemblement national a d'ailleurs salué sa nomination. Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et ça va encore plus loin. Marion Maréchal Le Pen, elle a carrément listé toutes les mesures qu'ils ont en commun et a demandé au Premier ministre de les appliquer, c'est dire le niveau de proximité. Les mesures que M. Barnier propose sur l'immigration, c'était des mesures issues du programme de Marine Le Pen. Donc on ne va pas s'opposer aux mesures de Marine Le Pen. Le programme de Michel Barnier, lorsqu'il s'était présenté aux primaires de la droite en 2021, dispose littéralement d'une partie identique à celle de l'extrême droite. Et c'est bien là que se situe le déni démocratique. Emmanuel Macron a pactisé avec l'extrême droite. Le gouvernement va dépendre des votes du RN pour faire passer ses lois. C'est à cette formation politique-là qu'il va devoir montrer patte blanche. Or, si la majorité macroniste a obtenu un nombre aussi élevé de sièges, c'est surtout grâce au barrage républicain. Ce qu'ont dit les votants, ce n'est pas qu'ils étaient en majorité absolue à gauche, mais qu'ils étaient en majorité absolue contre l'extrême droite. Marine Le Pen avait dit qu'il n'y aurait pas censure, ce qui est quand même assez spectaculaire quand on y réfléchit, c'est-à-dire que l'élection a tourné autour du Front républicain pour son 2e tour, et on se retrouve avec une nomination à contre-courant absolu de ce résultat. Et ce qu'a fait le président jeudi soir, c'est donc une trahison de tout cet électorat, de droite comme de gauche, qui s'était mobilisé pour faire barrage à un parti autoritaire. En plus d'être très dangereux en termes de banalisation de l'extrême droite, c'est aussi une vraie entrave à la démocratie, à un non-respect des urnes. Dans n'importe quel autre pays, notamment avec un gouvernement d'extrême droite par exemple, le fait qu'un président choisisse un chef du gouvernement issu d'une minorité serait probablement qualifié de dérive autoritaire. Encore une fois, la nuance est importante. S'il avait d'abord nommé un gouvernement de gauche qui avait été censuré, cela aurait pu être entendable, qu'il essaie une autre formation politique en dernier recours. Mais là, encore une fois, il n'a même pas essayé. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette stratégie et à quoi peut-on s'attendre pour le futur ? Eh bien, plusieurs points. Premièrement, Emmanuel Macron a été très clair. La période qui s'ouvre n'est pas une cohabitation, mais une coexistence, une coopération avec l'extrême droite.
Sur les plateaux de télé, on interroge déjà les députés RN sur la manière dont ils vont participer à la mise en place des lois. Et nous voterons tout ce qui peut améliorer le quotidien des Français, sans dogmatisme, sans sectarisme, comme nous l'avons déjà fait depuis 2 ans. Nous gardons évidemment cet outil de la censure. S'il fait la même politique que Gabriel Attal, la même politique, ce même macronisme. Aux yeux de beaucoup, le parti d'extrême droite devient le faiseur de roi, celui avec qui on fait passer les lois, celui qui est sérieux, celui qui est républicain. La gauche est plus stigmatisée que jamais. Elle a appelé à la mobilisation générale le 7 septembre et a annoncé déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Mais pour l'instant, tant que le Rassemblement national le soutient, elle n'a aucune chance d'aboutir. D'ailleurs, le Rassemblement national fait déjà peser la menace d'une censure si ses idées ne sont pas respectées. On attend de voir ce que propose M. Barnier. J'espère qu'il a entendu les demandes de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et nous verrons bien ce qu'il propose. Une fois encore, le choix est fait. Après 2 mois, dont acte, nous on arrive avec un cahier de doléances et on verra bien comment cela est traité. Est-ce qu'il va être capable, avec pour le coup son expérience, si on inverse ce matin, de prendre de la hauteur et d'être capable de dire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché, et le Rassemblement national est le seul qui propose des choses qui permettent de redresser la France. Oui, vous avez bien compris. Notre avenir dépend désormais de l'extrême droite. Pour l'instant, le plus probable est surtout que des politiques libérales et probablement xénophobes puissent voir le jour rapidement. Puisque, rappelons-le, la loi immigration, votée pendant le précédent gouvernement, reprenait déjà des propositions de l'extrême droite et que le macronisme semble révéler enfin son vrai visage, plutôt l'extrême droite que la gauche. Sur le long terme, cette décision banalise l'extrême droite, la légitime comme jamais auparavant. Commencer à aller sur le terrain de l'extrême droite, on a déjà vu ce que ça pouvait donner du côté européen. La science politique européenne est assez claire de ce point de vue-là. Aller sur le terrain de l'extrême droite, accepter ces enjeux, accepter cette manière de voir les choses, c'est aussi finalement la légitimer. Et on l'a bien vu. Enfin, souvenons-nous des 2 premières années du 2e mandat d'Emmanuel Macron. La loi immigration était censée dégonfler le RN. C'est pas ce qui s'est passé. Résultat, tout, absolument tout est prêt pour que l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027. Sans un sursaut collectif ou un bouleversement politique, cette coopération du macronisme avec le Rassemblement national pose la dernière pierre de l'escalier que le président a construit pour le mener à l'Élysée. Imaginez un électeur qui n'est pas forcément habitué à se rendre aux urnes de manière régulière, qui là a fait l'effort de se déplacer justement pour contrer la menace RN et qui se retrouve dans la situation qu'on a décrite en début d'émission. Je ne suis pas sûre que la prochaine fois, il aura la même tentation d'aller voter. Pour quiconque est attaché aux droits humains et à la démocratie, la situation est plus que préoccupante. Car si l'extrême droite gagne la bataille parlementaire, elle est aussi en train de gagner la bataille des esprits. Nous l'avons largement documenté à Blast. On ne ressort pas indemne d'un tel régime d'extrême droite, voire on n'en ressort pas du tout. C'est pourquoi les espaces de résistance intellectuelle semblent plus nécessaires que jamais. À Blast, nous refusons d'adopter le vocabulaire et les thématiques de ce courant politique. Et parce que nous sommes convaincus que le savoir est un pouvoir, nous essayons de vous informer le mieux possible pour lutter contre la progression de cette idéologie. Si cette vidéo vous a plu, vous a semblé intéressante, vous pouvez la partager. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt.